Être une femme et avoir une île dans sa vie. C'est le thème de cette 4e saison de Murmure, en partenariat avec la Fondation Carmignac et le Parc national de Porquerolles. Je suis allée à la rencontre de femmes qui entretiennent un lien particulier avec leur île. Elles sont artistes, productrices, scénaristes, gardiennes de la nature. Je leur ai demandé en quoi l'île travaille leur féminité, si l'île révèle, façonne les femmes qu'elles sont devenues. Bernard Pess les a photographiées. De cette collaboration sont nés des portraits sonores regroupés dans cette série intitulée Archipel, un archipel visuel et sonore qui révèle l'île en elle. Les témoignages que vous allez entendre explorent des territoires intimes tels que l'amour, le rapport au corps, au vivant, au sacré, la sauvagerie, la création, la liberté, le désir ou encore la sensualité. À travers la parole de ces femmes se pose une question qui nous concerne tous. En quoi les lieux nous constituent ? Comment les endroits où l'on a grandi, où l'on a fait notre vie, par hasard ou par nécessité, contribuent à construire notre identité. Découvrez cette semaine le témoignage d'Ophélie. Je m'appelle Ophélie, j'ai 29 ans, je vis à Paris, je travaille dans une agence de comédiens pour la pub et à côté je suis scénariste et réalisatrice. J'ai grandi sur l'île avec ma mère. J'ai un demi-frère, mais avec lequel j'ai pas grandi, donc je me considère plutôt comme être fille unique. Avec quelle représentation féminine tu as grandi ? Quels ont été pour toi tes modèles féminins, ceux auxquels tu as pu t'identifier ou ceux qui ont simplement peuplé ton enfance et ton adolescence ? Alors, j'ai beaucoup grandi avec des femmes qui ne vivaient pas avec des hommes. Donc c'était des femmes assez libres, assez indépendantes. Après, généralement, depuis que je suis enfant, j'ai souvent une identité féminine qui m'accompagne. Donc c'est une amie que je vais avoir pendant 3-4 ans, avec laquelle je vais tout faire. Donc c'est un peu le rôle d'une meilleure amie en fait, et ça change. Voilà, je m'engueule pas avec elle, hein, mais c'est une évolution avec un espèce de compagnon de route en fait. Donc j'ai toujours eu une femme à mes côtés, plutôt dans le domaine amical, hein, et voilà. Qui t'a accompagné en fait, plusieurs amitiés féminines. En fonction des étapes de ma vie, j'ai une acolyte quoi, on va dire, une personne avec qui je fais tout, avec qui je me confie, avec qui je vais vivre les émotions de certaines périodes, et généralement c'est vraiment une période vraiment tous les 3-4 ans je change, voilà. Comme un cycle. Ouais, c'est ça. À quel moment et dans quelles circonstances l'île entre dans ta vie ? Alors, j'arrive sur l'île quand j'ai 10 ans. Ma mère travaillait à la garderie de Porquerolles. En fait, elle a eu un poste ici. Nous, on vivait déjà sur le continent à Gien. Et on vient vivre ici parce que elle bosse déjà depuis 2 ans sur l'île et on finit par avoir un logement sur place. Donc je suis arrivée au CM2. J'ai pu faire 1 an à l'école de Porquerolles, le CM2. Tu te souviens de la façon dont tu percevais l'île à ce moment-là ? Ah j'étais pas contente du tout de venir vivre sur l'île. Vraiment, quand ma mère m'a appris qu'on allait venir vivre ici, j'ai fait une crise. J'ai eu une colère, mais pendant 1 heure, je me souviens avoir pleuré pendant 1 heure sans m'arrêter. C'était une catastrophe. J'avais l'impression que ça allait m'enfermer. Je sais pas, il y avait un truc une réticence totale. J'avais pas envie que l'île m'atteigne, parce que je savais que si elle m'atteignait, elle allait plus jamais me lâcher. Une forme de méfiance ? Une forme de méfiance, alors qu'en réalité, il y avait pas grand-chose qui me retenait sur le continent. J'avais pas forcément d'amis. J'étais assez seule quand j'étais à l'école. Après, c'est revenu. Après, quand j'ai retrouvé mes anciennes camarades de Gien, c'est revenu. Mais vraiment, à l'époque, j'avais pas forcément d'attache importante sur le continent. Mais vraiment, cette idée de venir sur cette île me perturbait. En fait, il y avait peut-être aussi un sentiment de me dire ici, tout le monde allait pouvoir me voir, quoi. Tout le monde allait pouvoir me regarder, tout le monde allait pouvoir me juger,
il y avait une espèce de proximité avec les gens. Je voulais pas que ça m'atteigne. Vraiment pas. Je voulais pas en faire partie, quoi. Et même sans la connaître, en fait, t'anticipais déjà un petit peu ça. Alors, à l'époque, je me souviens pas du tout si je pensais ça. Mais en tout cas, maintenant, quand j'y réfléchis, c'est vraiment le sentiment que j'ai. En fait, je me souviens vraiment de cette crise que j'ai fait, de cette crise de pleurs que j'ai fait pendant 1 heure. Et je me dis que ça révèle forcément de la réticence et peut-être de la peur aussi. Oui, certainement. Et ensuite, comment tu t'intègres ? Est-ce que ta relation avec Lille, elle change ? Ah bah après, les années qui ont suivi étaient assez formidables. Hein. C'est un peu comme grandir au paradis. Enfin, vraiment, j'avais l'impression d'avoir une vie un peu à 5 mètres au-dessus du sol, quoi. J'étais dans une insouciance totale, mais qui a duré très longtemps. Je pense que je suis restée enfant assez longtemps. Voilà, et puis il y avait une espèce de facilité aussi sur la vie. On n'a pas du tout le même mode de vie qu'on a si on grandit sur le continent. Rien qu'au niveau du travail, le travail, on a commencé, enfin en tout cas je dis on parce qu'il y a aussi des gens de mon âge avec qui j'étais, on a commencé à travailler tôt et l'argent on a commencé à le gagner voilà, tôt et facilement, quoi. Donc c'était vraiment quelque chose de sans difficulté. Puis ici tout le monde se connaît, donc trouver un job c'est pas non plus une épreuve longue et difficile, ouais, voilà. Ouais, donc tu qualifierais ces années d'assez insouciantes finalement. Complètement. Il y avait vraiment une forme d'insouciance qui... ouais, mais même de l'insouciance, mais il y avait aussi de la déconnexion totale par rapport à la vraie vie. Ouais, de la vraie vie, c'était vraiment... ouais, une autre existence, quoi. Vivre ton enfance et ton adolescence sur l'île, est-ce que ça a laissé une trace en toi, d'après toi, et si oui, laquelle ? En quoi ça t'a nourri ? Moi, je pense que ça apporte une forme de simplicité dans la manière d'appréhender les choses, ouais, et puis je pense aussi avoir un regard assez authentique. La superficialité, c'est pas vraiment un domaine dans lequel je suis à l'aise. Aujourd'hui, à Paris, je me sens souvent un peu larguée par des appropriations d'identité, des appropriations de pensée, de mentalité, parce que j'ai du mal à me mettre à penser à quelque chose que je n'ai pas en moi, quoi. Il y a une forme de vérité que j'ai besoin d'avoir, et je pense que l'île m'a beaucoup apporté ça, quoi. Authenticité, ouais. simplicité, ouais, vérité. Est-ce que tu as pu observer, enfant ou plus tard, des différences de traitement entre les petites filles et les petits garçons ici ? Ou pas vraiment ? Il n'y avait pas vraiment de notion, enfin, en tout cas de mon propre vécu, et même en dehors de l'île, c'était comme ça, mais surtout sur l'île, il n'y avait pas vraiment de notion de genre. Les filles et les garçons, on était tout le temps ensemble. On était assez, on avait vraiment une place assez égale. Moi, j'étais assez garçon manqué en plus. J'étais pas du tout une fifi, quoi. J'étais pas du tout attirée par les trucs, ouais, un peu clichés des petites filles qui s'habillent en rose, etc. Mais non, c'était vraiment, on était assez tout terrain, quoi. Ouais. C'était pas un sujet pour vous, quoi. Notre objectif, c'était vivre avec la nature et trouver des jeux pour lutter contre l'ennui. Et ça fait mélanger automatiquement. Il y a pas de question de genre, quoi. J'en suis convaincue. Pour citer un passage de ton film, c'est un petit village dans une île, tu te sens toujours épié et regardé, les commérages, on passe notre vie à parler des autres. Quelles sont les injonctions auxquelles tu as le sentiment d'avoir été soumise quand tu étais petite, puis ado, sur l'île, et maintenant en tant que jeune femme ? Quand j'étais enfant jusqu'à maintenant, je pense que c'est resté assez similaire. C'est plutôt une mentalité par laquelle je me suis sentie assez écrasée et enfermée. Je pense que la proximité avec les gens, c'est quelque chose qui m'angoisse assez rapidement. Mais que ce soit dans une maison ou sur une île, quoi. Enfin, c'est vraiment... en tout cas, sur l'île, je sais que c'est un... c'est horrible ce que je veux dire, je l'assume, mais je ne voulais pas que mon cerveau fasse la taille de l'île.
C'est-à-dire que j'avais pas envie de ne penser que par Lille, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose, même enfant, comme j'ai pas grandi ici, je suis arrivée à 10 ans, j'avais pas envie de me freiner à ça, quoi. Bon, ça veut pas dire que je me suis pas laissée envahir par le charme de l'insouciance de Lille, mais ouais, non, vraiment, je voulais pas m'y conformer, quoi. Ouais, on sent donc que les personnes qui vivent ici, en fait, et c'est dans les relations, en fait, que tu as ressenti une forme d'envahissement, peut-être. D'ailleurs, dans ton court-métrage, tu parles de Lille et de ses fortes personnalités. Est-ce que tu as pu ressentir, alors le terme est peut-être un peu fort, mais parfois un sentiment d'écrasement, et si oui, sous quelle forme ? Alors, ce qui est sûr, c'est que j'ai vécu des choses très fortes avec des personnes sur cette île, au point où ça m'a permis de créer des fictions grâce à eux, mais surtout grâce à l'image que je me suis faite d'eux. Donc, c'est quelque chose dont j'ai été assez dépendante, quelque chose de génial parce que c'est très inspirant et ça permet d'écrire des histoires, mais c'est aussi quelque chose dont j'ai été très dépendante et je me suis un peu laissée envahir par tout ça. On reviendra tout à l'heure sur ton travail créatif et ce que Lille fait émerger en toi en termes d'inspiration. Mais à 21 ans, tu décides de quitter Lille, tu pars à Paris. Comment tu vis ce départ de Lille ? À 21 ans, je décide de m'en aller, effectivement. Déjà, avant de partir sur Paris, je me souviens que j'avais commencé à changer mes fréquentations. J'ai commencé à traîner avec des Parisiens, comme on dit. Voilà. Et j'avais envie... je sais qu'à l'époque, mon objectif... Je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que il fallait que je commence par aller à Paris. Il y avait un truc pas une obsession, mais j'avais un but comme ça. Donc peut-être que j'ai été influencée par ça, donc j'ai commencé à traîner avec des personnes qui venaient de la ville. Et quand je suis partie à Paris, j'étais plus sur Porquerolles du coup, mais j'étais toujours dans une espèce de mentalité très insouciante. J'étais hyper heureuse de découvrir la vie ailleurs, d'être indépendante, j'avais un appartement, donc c'était vraiment chouette. Et je revenais tous les 6 mois sur l'île pour refaire la saison, donc j'étais pas non plus coupée de mon insularité, on va dire. Mais non, c'était assez léger et j'avais besoin d'une rupture avec l'île. Il fallait que je vois autre chose. Dans ton court-métrage sur l'île, tu as ces mots forts sur l'étiquette que tu dis que l'on te colle ici sur l'île de, je mets des guillemets, connasse de parisienne, hautaine et arrogante. Pourquoi cette impression ? Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Et ça tient à quoi, d'après toi ? Déjà, je pense que sur l'île, en plus déjà c'est un petit village dans une île, donc la mentalité est assez forte à ce niveau-là. Je pense qu'on n'aime pas que les choses changent, on n'aime pas que les choses évoluent. Il y a une histoire très forte sur l'île, c'est un territoire très fragile aussi, donc il y a une espèce de réticence à l'évolution et à tout ce qui va pouvoir venir changer. Transformer cet endroit. Après, je pense aussi que je suis un peu responsable dans le sens où il y a eu peut-être un comportement un peu hautain de ma part quand j'ai décidé de m'en aller de l'île, parce que c'est aussi quelque chose que j'avais besoin de faire. C'est assez douloureux de quitter l'île. Moi, je voulais vraiment que ce soit l'effet qu'on arrache un pansement, quoi. Il fallait, hop, je m'en vais et du coup, tout ce qui concerne l'île, je le snob un peu, quoi. Donc une responsabilité un peu partagée entre une forme peut-être d'intolérance que tu as pu ressentir de personnes qui ont pu te reprocher d'être partie, et en même temps la reconnaissance de ta part peut-être un peu de condescendance ou de mépris. Ah oui, c'était clairement du mépris. C'était du mépris, mais en même temps il y a quelque chose qui m'embêtait un peu, dans le sens où j'avais l'impression que je pouvais pas faire ma vie non plus. Ici, forcément, le comportement que j'allais avoir allait être critiqué et regardé. Donc ça fait encore plus mépriser.
parce qu'on a l'impression d'être un peu conditionné à quelque chose et oh là là, si tu pars d'ici, tu nous abandonnes un peu, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de me parler, de personnes de mon âge, des amis proches. Je pense qu'il y a une espèce de... Ouais, c'est une forme de trahison, peut-être, aussi. Enfin, moi, à travers leurs yeux, je l'ai vu comme ça. Oui, et de ton côté, plutôt comme un instinct de survie, j'ai l'impression quand même. Ah oui, moi, il fallait que je parte. On le sent bien. Après 2 ans à Paris, tu reviens sur l'île. Ça te fait quoi de revenir ici ? Eh ben, je pense que je suis revenue un peu sous une forme de précipitation. J'avais eu 2 ans de vie parisienne un peu intense. Je pense que Paris avait été un peu désillusionné aussi. Et je suis vraiment venue, je pense que je suis vraiment venue chercher un refuge, enfin trouver un refuge plutôt. Quand je suis revenue sur l'île, il y avait j'imagine souvent des espèces de bras réconfortants contre lesquels je suis revenue me blottir, quoi. Il y avait un besoin de vite pas vouloir capter toute la réalité du monde que j'avais connu pendant 2 ans, qui m'avait pas complètement atteinte non plus, mais je voulais vraiment me replonger dans l'insouciance totale. Te mettre un peu à distance de la violence de la ville que tu avais pu percevoir ? Oui, dans un sens, me protéger d'une forme de superficialité, mais aussi une forme de réalité. Et je craignais que ça soit néfaste pour moi. Je commençais déjà à écrire à l'époque, et j'avais l'impression que ça allait manger mon inspiration et le côté assez, on va dire, comme je disais tout à l'heure, authentique de mon écriture. Je pense qu'il y a eu un espèce de retour un peu urgent. Oui. Tu évoques cette idée de refuge, tu parles de l'île avec ces bras rassurants dans lesquels tu t'es blotti. T'en parles un petit peu comme d'une mère. Est-ce que c'était un peu ça ? Alors, je pense que l'île m'a beaucoup maternée. C'est bien, mais je le vois pas forcément comme quelque chose qui a été positif pour moi à cette époque-là. Parce que j'ai un peu régressé, en fait. Parce que je suis revenue dans un contexte dans lequel j'avais déjà vécu pour faire la même chose, finalement, donc des saisons. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais j'avais quand même d'autres ambitions à plus long terme. Et en fait, j'ai un peu laissé de côté mes ambitions pour revenir, pour rentrer à la maison, entre guillemets, on va dire. Du coup, tu dirais qu'en fait, l'île, elle n'a pas vraiment tenu ses promesses de consolation ? Alors non, parce qu'en venant, je me suis dit, bon, tu reviens vers la vie rêvée que tu as un peu délaissée pendant 2 ans, et là, tu la retrouves. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Comme je voulais devenir quelqu'un de manière assez indépendante, on va dire. J'avais un projet assez indépendant qui n'avait rien à voir avec l'île, on va dire. Je me suis retrouvée vraiment avec un sentiment j'étais un peu emprisonnée, quoi. Je suis revenue me blottir dans des bras réconfortants, mais qui en fait sont très rapidement devenus très oppressants. Finalement, à 26 ans, tu quittes de nouveau l'île pour retourner à Paris. Dans ton court-métrage, tu parles de l'île, source d'histoire, qui crée des imaginaires. On en a un petit peu parlé, hein. Tu dis en parlant de ton désir d'écrire, quand j'ai compris que ça devenait concret, là, j'ai compris que j'allais devoir partir. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi et le lieu du malaise pour toi ? Pourquoi il était impossible de rester sur cette île ? C'était impossible de rester parce que je pense que plus j'étais ici, plus je m'éloignais de mon projet d'écriture. Il y avait un problème de mentalité aussi. J'ai rapidement eu l'impression de plus parler le même langage. Je me sentais assez étrangère, en fait, dans ma propre maison. Il y avait une espèce de côté un peu extraterrestre. Je me suis toujours un peu sentie extraterrestre avec les gens de manière générale, mais à cette époque-là, vraiment, en fait, j'avais tellement puisé de choses ici,
J'avais tellement planté mes crocs dans des choses qui étaient passionnantes et qui m'ont inspiré, qui ont alimenté mon imaginaire, etc., qu'en fait, il a vraiment fallu... C'était plus productif de rester ici. Il a vraiment fallu partir pour pouvoir avoir du recul et pouvoir continuer à projeter l'île dans un monde qui n'existe pas, l'île avec les gens qui en font partie, quoi. Sur cette idée de l'île, source d'histoire qui crée des imaginaires, comment tu l'expliques ? Quel est le pouvoir de l'île ? Et est-ce que l'île est une source d'inspiration directe dans ton écriture ? Si oui, à quel niveau ? Dans mon travail d'écriture, l'île, elle est vraiment au centre de toute idée qui peut venir me hanter, on va dire. Je l'associe vraiment à un personnage un peu... En fait, c'est devenu un personnage à part entière. C'est devenu une sorte de femme qui me hante constamment, qui va me retenir en permanence, en fait. Et elle a vraiment... Aujourd'hui, dans ce que j'écris, elle a vraiment pris une forme humaine, presque. Il y a une espèce de forme humaine, mais je vais jamais écrire sur quelque chose de trop réaliste. Il y aura toujours une partie assez... c'est sa partie mystique qui m'intéresse, quoi. Dans ton court-métrage, tu explores cette notion d'équilibre, déséquilibre que l'île t'apporte personnellement et dans ton travail d'écriture et de réalisation. D'ailleurs, aujourd'hui, l'île, tu viens quelques week-ends, tu repars à Paris, donc on voit vraiment qu'il y a un petit peu ce balancier entre les deux. Est-ce que tu pourrais expliquer justement en quoi cet équilibre déséquilibré, si je puis dire, te nourrit et t'inspire dans ton travail ? Je pense que ça fonctionne un peu comme une forme de désir, on va dire, quelque chose d'assez passionnel, comme une relation un peu toxique presque. C'est qu'en fait on y va et on y va à fond même, parce que quand je viens, en plus je viens 4 jours, donc c'est pas beaucoup. Et après, est-ce que ça a un lien avec la forme de rupture dont que j'ai dû faire il y a quelques années, je sais pas, mais après il y a une espèce de rejet permanent. En fait, je suis dans une attraction, répulsion. Ouais, c'est ça, en permanence. C'est toujours comme ça. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose de douloureux de devoir partir, de devoir aussi construire sa vie ailleurs? Je sais pas. Il y a une espèce de quelque chose que j'ai pas encore saisi à ce niveau-là. C'est encore assez changeant. Mais c'est en construction. C'est en construction, ouais, exactement. Ça tend à évoluer tout le temps. Sur ce chemin qu'il faut parfois avoir le courage de prendre pour être libre, cette idée qu'il faut parfois quitter ces lieux qu'on aime pour tracer le chemin de son éclosion, est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que pour toi, il faut parfois quitter des lieux qu'on aime pour se révéler ? Je pense que c'est une évidence. Rien que pour avoir du recul dessus. Enfin, moi, je sais que j'écris, donc si j'ai pas de recul sur ce que j'ai vécu, je peux pas écrire. Voilà, il faut qu'une histoire, pour pouvoir la faire naître, il faut s'en détacher. Donc, cela nécessite aussi une distance géographique, ça, c'est évident. Après, c'est une question d'équilibre aussi, comme on disait tout à l'heure. C'est que je pense que j'ai autant besoin de l'île que de la ville, de la même manière dont j'ai besoin de l'imaginaire et de la réalité. Je pense que j'entretiens la même relation avec ces deux aspects-là. Le parallèle ça, c'est certain. J'ai besoin des deux, c'est certain. À quelle dose, je ne sais pas encore. mais en tout cas, oui, j'en suis persuadée. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut parler d'amour, Ophélie ? Oui. Oui. Est-ce que tu as vécu des histoires d'amour à Porquerolles ? Oui, beaucoup. Énormément. Non, je rigole. Alors, on peut s'imaginer que la nature, la sensualité de l'île nourrissent un petit peu cette idée d'un Porquerolles qui serait le cadre rêvé pour vivre une histoire d'amour. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Et ça colore comment les histoires d'amour, le fait de les vivre ici ? C'est vrai que ta question fait un peu rêver, mais je m'identifie pas du tout. Parce que, en fait,
pratiquement toutes les histoires que j'ai eues dans ma vie sont parties de Lille, enfin viennent d'ici, on va dire. Donc pour moi c'est un peu réducteur, mais c'est un peu ma banalité en fait. C'est normal pour moi. Il n'y a pas le cliché de la love story. Love story, non, pas du tout. Au contraire. Au contraire. C'est plus c'est pas un endroit où on vit sereinement une histoire d'amour, j'en suis convaincue. Ah, ouais. Hyper intéressant. Ouais. Tu peux expliquer un petit peu ou... Je pense que c'est assez tortueux d'avoir une histoire ici. Enfin, d'avoir une histoire ici, mais de terminer une histoire ici, c'est terrible. Parce que on te ramène toujours à cette image du passé, à cette image d'avant. Vaut mieux s'entendre avec ses ex sur l'île. Oui, sinon t'associes l'île aussi à ces histoires. C'est assez terrible. C'est très dur. En ville, si on se sépare de quelqu'un, on va jamais le revoir. Si on en a pas envie, on le verra pas. Ici, on va le croiser tout le temps. Donc, je pense qu'au contraire, c'est pas idyllique comme histoire d'amour ici. Je pense à une porcrosienne, une vraie insulaire, qui m'expliquait que depuis qu'elle était adolescente, elle faisait passer le test de l'île à ses amoureux. Et soit ça colle et l'amoureux est validé, soit c'est ciao. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu pratiques ce love test insulaire ? En toute honnêteté, dans ma vie, j'ai eu une seule histoire, assez courte d'ailleurs, qui n'avait rien à voir avec l'île. Sinon, toutes les autres, y a un lien avec l'île. Donc t'as pas eu à je faire n'ai jamais fait le love test avec quelqu'un. Et non, vraiment, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Alors pour filer un petit peu cette métaphore de l'amour et reprendre les propos d'Adèle Lebert, qui est une habitante de Lille, Adèle me disait quand je l'avais interviewée, Lille, je l'aime et je la déteste, c'est un peu comme dans un couple. Est-ce que cette phrase te parle ? Alors, dans un sens, je suis d'accord. Je l'associerais pas forcément à une notion de couple, parce que pour moi, c'est beaucoup plus violent que ça. Un couple, je pense que c'est censé être un peu plus serein que quelque chose de si radical de l'amour et du côté je déteste en même temps. Je pense que ça s'associe plutôt à la passion. C'est plutôt passionnel, c'est de la passion et du déchirement sans répit. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Parce que j'ai pas encore trouvé, je pense, la sérénité d'un vécu ici. Voilà, j'ai pas encore je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas encore consolé tout avec cette décision de vivre entre deux territoires finalement. Donc non, je l'associe plus à quelque chose de passionnel que plutôt de la relation de couple. Ça pose un peu la question de savoir si le fait d'avoir une île dans sa vie, c'est compatible avec des histoires d'amour, un petit peu à cette idée de la façon dont on compose avec un endroit qu'on a dans la peau. Est-ce que pour toi, avoir l'île dans ta vie peut te faire te poser la question de sa présence dans le cadre d'un couple existant ou à venir, par exemple, et d'une personne peut-être qui serait réfractaire à venir ici ? Je pense que ce serait un peu... c'est un peu radical ce que je veux dire. Ce serait un peu le rôle d'une maîtresse. Ah. C'est que si on veut pas que je revienne, je reviendrai quand même si j'ai pas le droit. On peut pas me l'interdire. Comme ça, c'est dit. Voilà, ça c'est dit. Autant vous prévenir tout de suite. Non, mais après c'est clairement ça qui a commencé à se développer avec le temps. C'est que quand je dis que je vois l'île plus comme un personnage qui a pris forme humaine, on va dire, je pense que ça peut vraiment jouer le rôle d'une troisième personne d'un couple. En tout cas, moi, dans mon vécu, c'est ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui. Oui, c'est quelque chose dont je vais pas me passer. J'ai déjà eu une histoire, comme je disais tout à l'heure, avec une personne qui n'avait rien à voir du tout avec l'île. Vraiment, je me projetais pas du tout. Enfin, c'était compliqué. Je me sentais vraiment un peu perdue, quoi. Il manquait une zone de confort. Ouais, je comprends. Donc, en fait, avoir l'île dans sa vie, c'est forcément expérimenter le couple à trois. Oui, c'est ça. C'est une forme de modernité qu'on peut tester. Est-ce qu'on peut parler de ton rapport au corps, Ophélie ? Oui, tout à fait. Alors, on marche pieds nus
Sur cette île, on laisse la peau se faire brûler par le soleil, la douceur du climat permet de vivre moins vêtu qu'ailleurs. Grandir sur l'île au contact de la nature, avec une certaine liberté de mouvement, en tout cas sur le territoire insulaire, est-ce que ça a joué un rôle dans ton rapport au corps ? Est-ce que l'île a favorisé en quelque sorte une acceptation, l'expression d'un corps plus libre, une forme d'émancipation du corps, un peu moins corseté par les codes vestimentaires de la ville et plus globalement de la société ? Pour faire simple, est-ce que grandir ici, ça t'a permis d'être plus libre dans ton corps ? Pas forcément, parce que déjà, comme on disait tout à l'heure, on est toujours épié et regardé, donc on peut pas traverser le village sans une réflexion vestimentaire, mais c'est pas très grave. Avec le temps, on s'y habitue. Non, je me souviens d'avoir beaucoup cherché à me cacher, en fait, à cacher mon corps. Il y a une longue période, je pense, de 3-4 ans où je me baladais en pyjama dans le village. Mais vraiment, je portais toujours un t-shirt large en coton et un short de pyjama. Et j'étais pieds nus, évidemment, parce que ça, tu l'as dit, on se balade souvent pieds nus. J'ai arrêté de le faire, hein, je trouve ça dégueulasse. Mais ça fait bien, je crois, sur l'île de faire ça. Mais non, je voulais vraiment me fondre dans le village et j'avais pas envie qu'on me fasse des réflexions. J'avais pas. Enfin, si on met une robe, on va forcément te faire remarquer que t'as mis une robe et j'ai pas forcément confiance en moi, donc c'est pas quelque chose avec lequel je suis forcément à l'aise. C'était une façon de t'invisibiliser un petit peu ? Oui, ouais, vraiment, je pense. Sur le moment, je m'en rendais pas compte, mais avec le recul, je pense que c'était un peu ça. Et avec les années, alors là, parce que là, tu évoques ton enfance, ton adolescence, mais on l'a évoqué, l'île, c'est un territoire qui est très sensuel, au sens où elle exacerbe un petit peu nos sens continuellement, avec ses paysages, ses odeurs, ses sons, ses saveurs, le contact permanent avec les éléments, la mer, la terre, le vent. Et quand on arrive sur cette île, toi maintenant qui vis entre Paris et ici, alors peut-être que je te prête des sentiments ou des émotions que tu n'as pas, mais en tout cas moi personnellement, voilà, quand j'arrive sur cette île, il y a une certaine forme de bien-être qui s'opère dans la tête et dans le corps. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu expérimentes ou pas ? Eh bien, pas du tout. Tu contredis tout. J'ai des gros problèmes avec cette île, c'est terrible. Non, pas du tout. Non, quand je prends le bateau, quand j'arrive de Paris, que je prends le bateau, mon cerveau est tout de suite un peu. J'ai l'impression que j'ai des mains qui se referment sur mon cerveau et qui me t'en serre. Ouais, qui me serre le cerveau et je n'ai plus aucune vision de ce qui est en dehors de l'île. Vraiment. C'est assez fou, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, mais je n'arrive pas à me projeter du tout sur l'extérieur de l'île. Comme je disais tout à l'heure, ça refait, mon cerveau refait la taille de l'île, vraiment. Même géographiquement, quoi. Et immédiatement. Voilà. Et du coup, ça devient très difficile pour travailler ici. Avant, c'était vraiment mon lieu d'écriture et mon lieu de rêve. Là, maintenant, c'est plus possible. Sauf ce matin, où vraiment de manière exceptionnelle j'ai réussi à travailler. C'est la première fois depuis ça va faire 3 ans je pense, mais sinon je peux plus écrire une ligne quand je suis ici, donc voilà, le miracle revient apparemment, une nouvelle ère qui s'ouvre, une nouvelle lumière qui s'allume. Pour revenir à cette notion du corps et de la façon dont tu te vis ici corporellement, t'as jamais eu des remarques déplacées? Pas forcément, et si j'en ai déjà eu, ça a jamais été quelque chose de trop choquant. Alors est-ce que ça m'a jamais percuté parce que j'ai pas grandi dans une notion de les hommes doivent pas parler aux femmes de cette manière-là, etc. Parce que ici c'est vrai que c'est assez familier, hein, on est assez moi j'ai l'impression d'être dans ma famille, hein, quand je suis à Porquerolles, donc même s'il y a une petite réflexion c'est bienveillant, c'est pas forcément bienveillant, mais en fait je pense que j'ai pas capté le stade enfant-femme. Et c'est vrai, j'ai pas eu ce déclic de me dire ah ça y est, les hommes me regardent plus comme une la petite fille qui est arrivée sur l'île il y a quelques années, quoi.
Mais c'est resté quand même aussi. Je vais souvent à Côté-Port, oui. C'est un peu mon... Donc un des bars de Lille. Un des bars de Lille, voilà. J'y vais souvent. Je suis très proche des gens qui sont là-bas. Mais j'ai l'impression d'être une enfant quand j'y retourne. J'ai pas l'impression d'être... Je suis chez mon oncle en fait. Bah, d'ailleurs Roland, je l'appelle tonton. Donc Ouais, donc c'est hyper intéressant parce que de fait, voilà, pas de sensation désagréable, en tout cas de ce point de vue-là, liée probablement à cette atmosphère très familiale. Et en même temps, j'entends dans ce que tu me dis comme un frein finalement pour te sentir complètement femme ici. Est-ce que je me trompe ? Ah bah oui, non, j'allais justement le dire que par contre, je me sens pas forcément femme quand je suis ici, hein. Pas du tout. Enfin, déjà, je reviens là où j'ai grandi, donc c'est sûr que l'évolution est pas facile à assumer, mais même physiquement, j'ai l'impression d'être amenée à quand j'étais ado, quoi, vraiment. Tu ne t'autorises pas forcément le fait d'être femme, peut-être comme tu peux l'être à Paris. Non, j'ai jamais été très féminine de base. Je suis assez, j'ai un style assez masculin quand même. Ça n'a pas forcément à voir avec la féminité. Je pense que c'est plus, ça a un rapport avec la confiance en soi de manière générale. C'est plutôt ça qui entre en jeu, je pense, que plus le côté féminin, parce que je pense que la manière dont je me sens pas encore complètement féminine ou femme vient aussi d'autres choses que forcément le rapport à Lille, donc voilà. Quel regard tu portes sur la place des femmes sur cette île ? Tu m'as dit que tu ne ressentais pas de machisme, mais est-ce que le patriarcat y est présent pour toi ? Moi, je trouve pas, parce que on est quand même sur une île où les hommes et les femmes font le même travail, font le même boulot. On occupe tous des postes assez similaires. Il y a beaucoup de femmes qui sont... je sais pas, qui sont propriétaires qui sont directrices d'établissements, de restaurants, d'hôtels, qui sont chefs d'entreprise, comme des hommes, en fait. C'est assez égal. Donc, il y a pas vraiment de notion de machisme, alors qu'on est quand même dans le sud, et qu'on pourrait penser que, parce que sur le continent, je sais que c'est pas la même. Mais, en tout cas, non, à Porquerolles, pas du tout. Mm-hmm. Non. Et il y a beaucoup de femmes fortes sur l'île. Il y a des femmes fortes, des femmes seules. Et je sais que j'ai toujours fonctionné par mimétisme, et je pense que la force de certaines femmes a pu m'inspirer et me motiver. Je me suis jamais sentie inférieure à un homme ici. Je dirais que pour ça, l'île m'a aidé à me sentir libre et à m'imposer naturellement, quoi. J'ai l'impression en t'écoutant, Ophélie, que le féminisme, c'est pas forcément quelque chose qui te parle directement. Est-ce que je me trompe ? Pas vraiment, en fait. Je me suis jamais retrouvée dans une situation où j'ai dû le défendre. Donc, naturellement, non. Mais je le respecte, y a pas de souci. Même toute cette vague MeToo, c'est pas quelque chose qui vient te percuter directement, qui te parle ? En fait, pas vraiment. Moi, j'ai besoin de vécu pour me sentir concernée par quelque chose. J'ai déjà l'aspect communautaire d'une idée ou d'une tendance. J'ai jamais été à l'aise avec ça. C'est assez égoïste comme vision, mais j'ai toujours besoin que les choses me concernent ou concernent quelqu'un de mon entourage. Je préfère qu'on me raconte une histoire à laquelle je vais être sensible, mais d'une personne que je connais ou d'une personne qui va me percuter, plutôt que de prendre un seul parti et de défendre qu'une seule direction, quoi. J'ai besoin d'avoir des arguments pour défendre une opinion. Oui, j'ai l'impression que t'es davantage touchée par des situations personnelles ou individuelles, mais en ça, c'est assez intéressant parce que la notion de situation personnelle et les idées féministes, c'est pas forcément incompatible. Les mouvements féministes s'appuient justement sur cette idée que l'intime et politique, que des événements personnels de type agression, viol, oppression sont vécus par plusieurs femmes, par
par plusieurs personnes, et qu'il s'agit pas forcément de problèmes individuels, mais d'une réalité collective d'oppression. Est-ce que, en abordant le sujet de cette façon, est-ce que ça te parle plus ou c'est encore un petit peu trop conceptuel pour toi? Oui, évidemment que c'est plus facile à identifier. Après, je peux pas être plus féministe que d'être moi, en fait. Des fois, j'écris des choses. Par exemple, j'écris beaucoup sur l'emprise amoureuse. Mon premier scénario, c'est beaucoup sur ça. Et en fait, finalement, c'est féministe. Parce que ça parle d'emprise, ça parle de l'emprise d'un homme sur une femme. Donc, évidemment que c'est féministe, mais mon but n'était pas de le rendre féministe. Donc, ça l'est naturellement, en fait. Donc, oui. Tu n'arbores pas forcément ton travail sous les couleurs du féminisme. Non, je vais pas l'orienter là-dessus, mais évidemment, vu que je suis une femme en plus, ben ça va forcément devenir féministe, que je le veuille ou non, quoi. Je comprends. Tu fais partie de la génération sans enfants. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes ne se projettent pas dans la parentalité pour des raisons personnelles, politiques, sociétales, existentielles même. Quel rapport tu entretiens avec la maternité ? C'est pas forcément une question que j'aborde facilement pour l'instant, parce que j'en ai envie, évidemment. Un jour, j'espère que j'aurai au moins un enfant, hein. Pas 2, parce qu'après c'est trop chiant. Mais Pourquoi tu dis ça? Non, je sais pas, c'est une idée reçue. Le fait d'être fille unique, ça peut jouer ou pas dans ton point de vue? Je sais pas. Non, moi quand je dis ça, je le vois plutôt par rapport à mon travail d'écriture. C'est vraiment la chose que je mets en premier. Avant toutes les personnes que j'aime dans ma vie et que je connais, ce sera l'écriture qui passera toujours avant. Et j'ai peur que ce soit quelque chose de très perturbant. Donc pour l'instant, de le projeter m'angoisse, même si je sais que il y a des femmes qui sont mères et qui écrivent, il y a pas de souci, ça existe. mais voilà, tant que je suis pas arrivée à un stade satisfaisant de l'écriture, je pense que j'ai du mal à me faire à cette idée, qui n'est pas une idée que je rejette, évidemment. On sent donc du coup, tu ne fais pas partie de cette génération qui ne veut pas d'enfants. Voilà, tu te projettes, mais dans un avenir, pas forcément immédiat. À la lumière de ton parcours et en te projetant du coup un petit peu dans l'avenir, est-ce que pour toi c'est un cadeau de faire grandir ces enfants sur cette île? Est-ce que c'est quelque chose dont tu aurais envie pour tes enfants plus tard? C'est une bonne question. On m'a beaucoup posé cette question quand tu viens vivre ici, on te demande est-ce que tu veux rester ici toute ta vie. C'est vraiment la question de base. Je sais pas trop, parce que j'ai peur que ça devienne aussi un handicap. Pas pour les enfants, parce que les enfants, c'est quand même une enfance en or ici, hein, c'est incroyable, mais c'est surtout une prison dorée. C'est que le risque, c'est de rester ici et de plus bouger. Je dis pas que c'est mal de rester ici tout le temps, juste qu'il faudrait pas que faut pas que ça coupe certains rêves. Moi, ça a failli me couper des rêves, ça a failli me faire renoncer à des choses auxquelles je tiens. Et heureusement que j'ai suffoqué au point d'avoir la poitrine compressée d'angoisse, à me dire oh là là, il faut que je sorte d'ici, sinon je ferai jamais ce que j'ai envie de faire. Mais je pense qu'il faut, si je dois revenir vivre ici avec une famille ou sans famille, hein, ce sera avec beaucoup de recul. Oui. Il faut un recul nécessaire. J'ai eu la chance d'avoir une enfance ailleurs avant de venir là, pour pouvoir peut-être prendre ce recul, partir. Voilà. Oui. Mais ça, c'est vraiment personnel. Ceux qui font le choix de rester ici, je les respecte. C'est assez beau. C'est assez beau tant qu'ils n'ont pas renoncé à des choses auxquelles ils tenaient beaucoup, quoi. Pour reprendre l'image de la chambre à soie de Virginia Woolf, ce lieu à toi pour créer, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais voilà, ce lieu à toi pour créer, est-ce que tu l'as trouvé? Et si oui, où est-ce qu'il se trouve? Est-ce que c'est sur l'île ou est-ce que c'est ailleurs? Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est d'être capable d'écrire partout, n'importe quand. Si on veut être... au début, j'avais un peu, je sais pas si je peux dire, mystifié l'écriture, en me disant, c'est que ici que tu écriras, tu t'enfermes chez toi, tu fermes les volets. Voilà, c'est très rituel ce que je dis. Et je m'étais un peu conditionnée à ça. Et en fait, quand je suis partie à Paris, je me suis rendu compte que j'écrivais mieux sur l'île. Enfin, pas sur l'île, à propos de l'île, en dehors de l'île.
Donc Paris, c'est génial pour ça parce que je me régale. J'ai toutes mes idées qui ont beaucoup plus de recul et beaucoup plus de... C'est consommé en fait. Et j'ai encore plus la sensation que c'est terminé quand je suis plus sur l'île. Donc c'est assez passionnant de voir ça. Après, comme je disais, il faut que j'apprenne à écrire n'importe où, n'importe quand. Donc là, il faut que je me force à pouvoir continuer à écrire sur l'île quand je viens de temps en temps. En fait, j'aime pas que les choses restent figées. J'ai vraiment le sentiment que j'ai besoin de me mettre à jour par rapport à l'île. Je veux pas l'associer à des choses douloureuses. Je veux pas l'associer à de la nostalgie, parce que quand on a vécu ici longtemps et des sensations fortes, on va dire, on peut vite être nostalgique de revenir ici. Aujourd'hui, je veux continuer à venir ici sans que ça devienne quelque chose de trop perturbant. Et voilà. Petite mise à jour, ça serait bien. Ouais, mais c'est intéressant, une relation en construction en fait. Oui, c'est vraiment. Ça évolue toujours. J'ai eu peur que ça stagne et de plus pouvoir revenir ici de manière assez sereine. Et finalement, ça se passe bien. Ouais. Donc vraiment, cette idée de la question de ta place et de la question de la place de l'île dans ta vie, c'est quelque chose d'assez central. On le ressent. Oui, c'est vraiment mon point d'attache en fait. Je sais pas si les gens qui ont une maison de famille ailleurs que sur l'île, chez leurs parents, ressentent ça. Mais je pense qu'au niveau d'un territoire comme celui-là, c'est peut-être un peu plus fort. Je sais pas, je parle sans savoir, mais en tout cas, moi, je me vois pas arrêter de venir ici pour l'instant. Cette idée de lieu source, en fait. Ouais, et puis, même s'il y a des moments où c'est hyper difficile pour moi de venir, je me force. Je veux vraiment pas l'associer à des trucs tristes, quoi. Vraiment pas. Mais c'est joli, cette idée de pas vouloir gâcher, en fait, un certain bonheur avec l'île, quoi. Ouais. Voilà. Un petit peu pour résumer tout ce qu'on s'est dit, j'ai la sensation que, un petit peu à ton corps défendant, l'île, elle a joué plusieurs rôles dans ta vie. Tu l'as totalement rejetée au départ, un petit peu comme une belle-mère qu'on rejette d'emblée sans la connaître. Puis elle est devenue le cocon de ton enfance et de ton adolescence, l'île maternante et consolatrice à ton premier retour de Paris, puis l'île étouffante et toxique que tu as quittée de nouveau aujourd'hui pour retourner à Paris. Elle est aujourd'hui une source d'inspiration et de créativité. Quel rôle tu aimerais lui donner dans les prochaines années ? Je pense que le fonctionnement a déjà commencé. J'ai vraiment envie de poser les choses. J'ai toujours eu besoin de figer les choses quelque part pour pouvoir après aller de l'avant. Là, je travaille actuellement en plus sur l'écriture d'un roman qui concerne surtout mon travail, mon rapport à l'écriture et à l'insularité, et surtout sur ces peut-être 6 dernières années, 8 dernières années plutôt. Je pense que ça va déjà apaiser pas mal de choses et ça va me permettre de projeter quelque chose de nouveau sur l'île. Je veux pas traîner des boulets. Je veux pas traîner des boulets toute ma vie. Quand tu dis projeter, on entend aussi de déposer quelque chose pour avancer. Est-ce que je me trompe ? Oui, je pense que je suis assez sensible et il y a toute la réalité de mon vécu ici qui m'habite, mais il y a aussi toute l'imagination qui en est née, qui m'habite. Et ça pèse plus lourd que si on a que la réalité, je pense. Donc voilà, l'écrire et le figer dans quelque chose, ce serait déjà pas mal. Quelles sont aujourd'hui les personnalités féminines qui t'inspirent et pourquoi ? Alors, des personnalités féminines, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que pendant longtemps j'ai pris des hommes comme modèle, donc c'est un peu compliqué de répondre. Les célébrités, je m'en méfie un peu parce que on les connaît jamais vraiment. Je pense que c'est plus des personnages de fiction auxquels je peux m'identifier, des personnages de films. Je sais qu'il y a un film qui m'a marqué il y a plusieurs années déjà. C'est le film Juliette de Pierre Godot, qui est joué par Astrid Berges-Frisbee. Je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs, mais c'est un film que j'ai vu et qui a été une révélation. Ce film est parfait pour moi. Il est juste du début jusqu'à la fin. Il raconte pas quelque chose d'exceptionnel. Il raconte juste l'histoire d'une fille qui écrit un livre, donc
Voilà. Tu peux t'identifier. Voilà, on peut s'identifier facilement. Mais en fait, je sais pas, il y a quelque chose de doux, de tendre et d'assez réaliste dans... Ça parle d'émancipation, ça parle vraiment du passage à l'âge adulte, en fait. Et c'est un repère pour moi, le personnage, mais surtout l'histoire. Et je sais que tous les 1 ou 2 ans, je le re-regarde pour me remettre un peu dans les rails, quoi. Donc, on sent que ça convoque en tout cas plein de thématiques. Bah oui, c'est assez commun à ce que j'ai dit, mais voilà. Oui, donc un personnage, voilà, de fiction. Dans plutôt un personnage fictif. Tu retrouves. Ouais. Et une ambiance, plus qu'une seule fille, une seule personne. Ouais, j'entends bien. Pour terminer, Ophélie, si Porquerolles était une femme, quel genre de femme est-ce que ce serait ? Quelle serait sa personnalité ? Bah, moi, je la vois... Enfin, ça fait un peu fantastique ce que je vais dire, mais je la vois vraiment comme c'est un peu une sirène envoûtante, quoi. C'est parce qu'elle est très belle. C'est une très belle... c'est un très beau territoire, donc une très belle femme. Après, elle est assez... faut s'en méfier, voilà. Comme je disais, faut s'en méfier, il faut y aller avec du recul, chose que je n'ai pas fait dès le début, donc je me suis laissée prendre dans les filets de cette sirène envoûtante. Voilà, je pense qu'elle est très séduisante, et à côté de ça, c'est une prison, comme je disais tout à l'heure, donc ça devient un peu une créature... c'est un peu un monstre, quoi. C'est horrible, hein, mais voilà. Bah, c'est la sirène de l'Odyssée. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est un peu difficile pour moi de dire ça aujourd'hui parce que... Tu chemines vers autre chose. Voilà, je chemine vers autre chose. J'essaie de donner un peu de maturité à cette vision-là. Puis comme j'écris dessus, c'est quelque chose qui est en train de s'en aller aussi. Donc, c'est plus difficile pour moi. Je pense que l'île va pas mal changer dans ces deux prochaines années. Dans ma tête, ça va pas mal évoluer, je pense. Bon, merci beaucoup, Ophélie. Merci. Pour découvrir les portraits des femmes interrogées dans cette série, rendez-vous sur le site fragileporquerolles.com ou sur le compte Instagram de Fragile Porquerolles. Et pour ceux qui auront la chance de se rendre à Hyères ou dans ces îles cet été, la série fait l'objet d'une exposition photo et son à Porquerolles, au Fort Sainte-Agathe, et elle se déploie sous forme de cartes postales distribuées sur tout le territoire hyérois. Un jeu de piste y est associé avec une énigme à résoudre qui vous permettra peut-être de remporter un tirage photo de Porquerolles signé par Bernard Pess et des entrées pour la Fondation Carmignac, le Fort Sainte-Agathe et le Fort du Prado. Pour participer, vous trouverez plus d'informations sur le compte Instagram de Fragile Porquerolles. À très vite.